Moi, je considère qu'aujourd'hui, ceux qui ne parlent pas d'écologie sont les vrais militants. Ils font de cette variable l'exception, alors qu'elle conditionne tout. Parler de géopolitique sans parler de climat, ça n'a aucun sens. Parler d'éducation, quand on a des écoles qui sont inondées, mais ça n'a aucun sens non plus. Tous les secteurs d'activité sont déterminés par les variables physiques de notre monde. Et ça paraît dingue de se dire que c'est encore considéré aujourd'hui militant de le dire. Salut et bienvenue sur Des rêves en action, le podcast des rêveurs de l'Atlas. Nous sommes Bateraf et nous partons à la rencontre de personnes qui nous inspirent. Aventuriers, navigateurs, entrepreneurs, artistes, tous ont su suivre leurs rêves pour être vecteurs d'un message qui leur est cher. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Eva Morel. Eva est issue d'une famille dans laquelle s'engager est la normalité. C'est pourquoi Eva s'est tournée très tôt vers les questions d'écologie, et plus particulièrement de leur traitement par les médias. Elle est partie d'un constat assez simple. Durant la présidentielle de 2022, l'écologie représentait 3,6% du temps médiatique. De toute évidence, ça n'est pas assez pour traiter les causes, les conséquences et les solutions liées aux problématiques écologiques. C'est pour cette raison qu'Eva a créé en 2022 Quota Climat, une asso dont l'objectif est à la fois d'interpeller, de mettre en avant les mauvaises mais également les bonnes pratiques médiatiques et de militer pour que le citoyen bénéficie d'une information écologique qualitativement et quantitativement satisfaisante. J'espère que vous avez bien profité de la voix de Raph dans cette intro, car malheureusement il n'a pas pu être là le jour où j'ai rencontré Eva. Cet épisode est un peu plus court que d'habitude, mais cette discussion avec Eva est très utile, surtout après la période électorale que l'on vient de vivre. Bonjour Eva. Bonjour. Donc on va commencer très simplement. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es ? Alors, je m'appelle Eva, je suis diplômée en politique environnementale. Je travaille en tant que collaboratrice parlementaire à l'Assemblée pour une députée qui s'appelle Sandrine Lefeur. Mais la raison qui m'amène à parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai cofondé l'association Quota Climat, qui travaille sur le traitement médiatique des enjeux écologiques. Ok, donc là on a plusieurs pans et de toute façon je pense qu'on va aborder un peu chaque pan. On peut commencer par Quota Climat. C'est une asso que tu as créée il y a maintenant quelques années. J'ai pas la date précise. 2 ans. 2 ans, donc c'est quand même tout jeune. Et on vous suit certains sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu quelle est la démarche de Quota Climat et son objectif ? Ouais, le point de départ de l'association, c'est qu'on s'est rendu compte avec les cofondatrices de l'association de la très faible représentation des enjeux écologiques dans les médias français. Nous, c'était pendant la campagne présidentielle de 2022 où on a constaté que ça représentait à peu près entre 2 et 5% de l'espace médiatique en fonction des semaines. C'était absolument insuffisant par rapport aux enjeux, notamment parce qu'à ce moment-là, il y avait les rapports du GIEC qui avaient été publiés et qui faisaient état de l'accélération assez historique du réchauffement climatique à l'échelle mondiale. Donc nous, ça nous semblait être une dissonance frappante entre l'état de la connaissance scientifique et la manière dont les médias en parlaient, et derrière avoir des répercussions tangibles sur la qualité du débat politique. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait lancer quelque chose. Initialement, c'était balbutiant, c'était une tribune, puis une pétition, puis une mobilisation. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un engouement pour la cause, et donc on a décidé de structurer une asso. Et depuis, grosso modo, on a 3 leviers d'action qui sont produire de la donnée, faire du plaidoyer et interpeller tous les jours sur les réseaux sociaux, comme tu l'as dit. Ok. Donc là, quand on parle des médias, on parle de tout type de plateforme, tout type de support, que ce soit même sur les réseaux sociaux, etc. Ou vous vous cantonnez pour l'instant aux médias traditionnels ? On se cantonne aux médias traditionnels parce que c'est déjà beaucoup de travail. Et en fait, ce qu'on a réalisé, c'est que sur la partie audiovisuelle et presse, il y avait très peu d'acteurs qui s'autorisaient à avoir une liberté de parole suffisante pour critiquer les pratiques éditoriales. Non pas qu'on souhaite brimer la liberté éditoriale ou la liberté de la presse, c'est pas du tout le propos et on pourra y revenir parce que c'est souvent un procès d'intention qu'on nous fait. Mais c'est plutôt parce qu'il y avait personne qui s'intéressait à ça. Contrairement aux réseaux sociaux, il y a plus de gens qui s'intéressent au rôle des influenceurs, au rôle des plateformes numériques, à la lutte contre la désinformation sur les plateformes numériques. Par exemple, il y a Paye ton influence qui travaille sur le rôle des influenceurs spécifiquement. On a rencontré Amélie Deloche justement pour le podcast. Ah bah super, elle fait un travail formidable et donc nous on s'est dit autant être complémentaires entre collectifs et entreprendre une lutte qui n'avait pas été jusqu'à présent prise à bras-le-corps, qui était celle des médias traditionnels. Et en fait on se rend compte, parce qu'en ce moment on essaie de partir à l'international, parler de ces sujets, que même dans d'autres pays, il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs qui travaillent sur ces sujets. Donc ça nous semble important de l'investiguer très en profondeur. Ok. Donc là, tu as dit, vous produisez de la donnée, vous faites du plaidoyer, vous postez sur les réseaux et vous faites des interpellations. Comment vous
vous avez quelle relation avec les médias? Est-ce que vous allez les voir? Est-ce que, au contraire, parce que quand on parle d'interpellation, on parle plutôt d'afficher les mauvaises pratiques ou au contraire de valoriser les bonnes. Comment ça se traduit? Initialement, c'était pas des très bonnes relations parce que les médias ont vu émerger un nouvel acteur poil à gratter, donc nécessairement c'est pas agréable. Mais de plus en plus, on a été pris au sérieux par les médias et ça, pour nous, c'était une belle victoire. Non seulement parce que ça veut dire que l'interpellation citoyenne fonctionne, parce que les cibles reprennent l'information et la considèrent comme de plus en plus une menace réputationnelle ou en tout cas un enjeu. Pas forcément qu'une menace, c'est aussi une opportunité pour évoluer. Mais du coup, de plus en plus, on est en relation avec eux. Et donc, en 2 ans d'action, il y a une nette évolution. Je pense que à partir de l'année dernière, on a commencé à faire des interpellations dans les médias, en fait, être interrogés par les rédactions, travailler avec les journalistes. Et on a de plus en plus de journalistes qui sont des alliés internes, disons, qui sont pas forcément en position de décision, mais qui peuvent quand même infléchir la manière dont ces sujets sont traités et qui viennent nous voir en nous disant: écoutez, merci beaucoup parce que si j'avais pas d'arguments externes, ce serait difficile de pousser mon sujet en interne. Et grâce à vous, en fait, je suis équipée pour avoir gain de cause. Et ça, c'est très utile. Et nous, ça nous conforte en fait dans le fait que ce qu'on fait a un sens. Depuis maintenant quelques mois, vous travaillez sur l'élaboration d'une proposition de loi. Donc, ça veut dire que c'est un texte de loi qui va être proposé par un député. Ce texte de loi est intitulé Proposition de loi relative à la responsabilité des médias dans le traitement des enjeux environnementaux et de soutenabilité ou de durabilité. Cette idée de responsabilité des médias, est-ce que tu pourrais nous dire comment ça se traduit, cette responsabilisation des médias? Ça se traduit par plusieurs choses. Premièrement, je pense que ce qui serait crucial de mettre en place au niveau de l'Arcom, qui est le nouveau CSA, l'autorité de régulation audiovisuelle, c'est de faire ce qui est fait sur la protection de l'enfance ou la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ou encore la pluralité. C'est d'assurer qu'il y ait de la contradiction et que cette contradiction soit obligatoire. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a des propos climato-sceptiques qui sont dans les médias, diffusés sans contradiction, et notamment dans certains médias. On pourrait revenir souvent les médias plus à droite du spectre politique. Et en fait, ça, c'est considéré comme déontologique, en tout cas, c'est pas considéré comme digne d'être sanctionné. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est shifter la balance et se dire, dès lors que ça intervient, c'est de la désinformation. La désinformation est une menace démocratique parce que ça apporte préjudice à notre liberté de formation d'opinion, puisque sinon, on n'a pas une qualité d'information. C'est difficile de se faire une opinion éclairée par rapport à certaines situations. Et du coup, il faut que l'Arcom intervienne. Et donc, on dote l'Arcom de ses compétences. On a aussi un deuxième élément qu'on aimerait beaucoup mettre en place, c'est un quota en période électorale d'informations dédiées aux enjeux écologiques. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, il y a constamment des carences quantitatives persistantes. Et ça, ces carences, on considère que ça va être difficile de les rétablir naturellement, puisqu'il y aura toujours une actualité plus chaude que le climat. Il y a toujours des guerres, des conflits géopolitiques, des pénuries. Et en fait, ça, c'est considéré comme forcément prioritaire au niveau des individus, au niveau des questions sociales. La question, c'est quand on a une dynamique de long terme, comment est-ce qu'on fait pour la mettre artificiellement à l'agenda pour pouvoir l'adresser d'un point de vue politique et économique? Et du coup, c'est pour ça que pour nous, ce quota en période électorale, il serait cette mesure d'urgence en fait à mettre en œuvre. Et pour les prochaines élections, on espère que ça pourrait être mis en œuvre pour essayer de faire enfin remonter à l'agenda politique ces questions. Et il y a un troisième levier dans le... Il y a d'autres leviers dans la proposition de loi. Je pense que le gros sujet aussi, c'est la question de la publicité. La mesure qu'on a inscrite dans la proposition de loi, elle est assez technique. C'est qu'on repose sur un dispositif existant qui, en gros, incite les publicitaires à souscrire à des engagements pour réduire le greenwashing et les publicités défavorables à l'environnement. Nous, ce qu'on propose, c'est de rendre ce dispositif obligatoire, parce qu'aujourd'hui, il est incitatif. Et on sait que ce qui est incitatif sur ces questionnements aussi structurants ne peut pas fonctionner. On pourrait peut-être repartir de la base et déjà essayer de définir ce que c'est un contenu écologique, parce que finalement, vous tentez d'infuser, d'inciter et de contraindre, en tout cas participer à la contrainte, mais l'origine du sujet, c'est quand même de définir ce qu'est aussi un contenu écologique, et je pense qu'il y a certains médias qui peut-être le définissent mal, ou au contraire jouent sur ce flou dans la définition. Oui, l'information environnementale, pour nous, c'est toute information qui traite de manière transverse des variables climatiques, biodiversité ou raréfaction des ressources. Et ça, en fait, pour nous, c'est important de le décorréler des enjeux purement environnementaux dans les médias, par exemple, qu'on peut retrouver dans les rubriques dédiées dans la presse écrite ou même dans la rubrique Notre planète qui a récemment fait apparition dans les JT de TF1. Pour nous, ce serait crucial de faire en sorte que l'actualité soit vue au prisme de l'écologie, et c'est-à-dire de mettre des lunettes vertes quasiment sur toute l'actualité,
de se dire s'il y a un enjeu de croissance du secteur aérien, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que la raréfaction des ressources ou la nécessité de se décarboner porte préjudice aux prédictions de croissance du secteur? Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que comme il y a une raréfaction de la ressource en eau, le monde agricole, l'ensemble des contraintes ou des événements conjoncturels qui vivent peut être lu avec cette nouvelle fenêtre d'analyse. Et en fait, ça, c'est crucial pour comprendre que aujourd'hui, c'est pas pris en compte dans les prédictions économiques, c'est pas pris en compte dans les programmes politiques comme quelque chose de structurant. Et si on redéfinissait l'information avec la matérialité en fait de l'économie, ça permettrait de considérer qu'il y a énormément de choses qui sont obsolètes et de transformer en profondeur notre manière d'apprendre le monde. Et du coup, l'objectif derrière tout ça, tu as parlé quand même de protéger la liberté d'avoir accès à une information fiable, objective, etc. Mais l'objectif derrière tout ça, c'est pourquoi absolument diffuser et mettre ces lunettes vertes devant les yeux de chaque individu? Pour nous, les médias, c'est cité dans les rapports du GIEC, ils sont des prescripteurs d'informations et d'opinions et des relais d'informations au quotidien. Et donc, ils conditionnent la manière dont on a de voir le monde et d'appréhender l'actualité. Et donc, en fait, tout simplement, ils conditionnent nos opinions et nos comportements. Et donc, dès lors que les médias mettent à l'agenda ces sujets, ça permet réellement de changer la perception de l'intégralité de la société sur ces thématiques. Et en fait, on le voit dans un certain nombre de dynamiques. Nous, on a l'habitude de citer une étude du Behavioral Insight Team, qui est un institut qui est rattaché au gouvernement anglais, qui a essayé d'évaluer par rapport à l'information disponible dans les médias, quels étaient les repères des individus par rapport au comportement efficace d'un point de vue écologique. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux mettre en œuvre qui va véritablement fonctionner pour la transition et fonctionner le plus. Et en fait, les 3 actions les plus efficaces, qui sont manger moins de viande, prendre moins l'avion et passer de la voiture thermique à la voiture électrique, sont considérées comme les comportements les moins normaux. Et à partir de là, ça veut dire que l'information qu'on a à notre disposition n'est pas le reflet le plus honnête de la réalité scientifique ou de l'état des connaissances. Donc pour nous, le véritable enjeu, c'est de transmettre ces repères, transmettre l'état de la science pour que quand on ait envie d'agir, c'est pas forcément la priorité de tout le monde, ça on en a conscience, mais en tout cas, quand on a envie d'agir, on sache vers où se diriger et aussi à qui faire appel, quels experts consulter, quelles sources d'informations aller voir et pour qui voter, par exemple, parce que ça, c'est des choses aussi importantes. C'est si les médias ne nous informent pas sur la profondeur des propositions politiques des candidats et leurs conséquences tangibles, difficile de savoir si un parti plutôt qu'un autre va pouvoir nous protéger face à la crise climatique en cours. Et ça, la majorité des partis politiques aujourd'hui disent qu'ils vont pouvoir nous protéger. Par contre, quand on creuse leurs propositions, beaucoup d'entre elles sont fallacieuses. Et pour nous, c'est du devoir des médias de le décrypter. Donc l'objectif, c'est quand même, avec les médias, de toucher l'individu et d'essayer de faire changer aussi un peu sa vision du monde, son rapport au monde. Est-ce que c'est le seul levier d'action vraiment de toucher l'individu ou est-ce que ça touche pas aussi le levier organisationnel de la société plus globalement? Si, en fait, il y a le cadre conceptuel du triangle de l'inaction auquel on se réfère beaucoup pour parler du rôle des médias. Donc le triangle de l'inaction, c'est ce fameux triangle où tout le monde se refile la responsabilité entre citoyens, entreprises et politiques. Et pour nous, le fait que les médias parlent de ces sujets, ça a à la fois le pouvoir de toucher les citoyens, et ça je l'ai dit par un certain nombre de leviers, mais ça a le pouvoir de décrypter les stratégies de communication des entreprises. Et donc dès lors que ma stratégie de greenwashing, qui est, on va pas se mentir, intentionnelle pour une majorité d'entreprises qui font du greenwashing, dès lors qu'elle est décryptée dans les médias comme telle et décrédibilisée, je vais avoir beaucoup moins tendance à le mettre en place à l'avenir. Dès lors que ma publicité est considérée comme non souhaitable par un certain nombre de médias qui refusent de la diffuser, je la transforme de fond en comble. Donc, au niveau des entreprises, ça a un pouvoir assez fort. Et peut-être dernière chose à leur sujet, le journalisme d'investigation a le pouvoir d'aller creuser des choses, des réalités qui dérangent, que les entreprises ne vont avoir aucun intérêt à communiquer, mais qui devraient être dévoilées pour protéger notre santé ou notre environnement. Et donc pour nous, le fait de dévoiler ces scandales sanitaires et environnementaux, c'est un des rôles aussi majeurs du journalisme. Donc au niveau des entreprises, ça a un pouvoir d'action assez colossal. Et enfin, au niveau des politiques, et pour le vivre au quotidien, je peux en témoigner, les questions qu'on pose en interview, les sujets de débat, quand on nous invite dans des débats de politique générale, ça conditionne fortement la préparation des candidats, la préparation des responsables politiques au long cours, même en dehors des périodes électorales. Et ça conditionne la façon dont ils appréhendent les sujets. C'est-à-dire, si on commence à me questionner parce qu'un sujet est perçu comme prioritaire pour les médias, en fait, les médias sont censés prendre le pouls de la société. Donc, c'est-à-dire que c'est perçu comme prioritaire pour la société dans son ensemble. Donc, en tant que responsable politique, forcément que je vais m'y intéresser. Et si je m'y intéresse, ça veut dire que je vais me former. Ça veut dire que je vais avoir des arguments étayés qui sont le plus honnêtes possible. Il y a bien sûr des choses qui sont un peu malhonnêtes en politique, mais en règle générale, les responsables politiques ont à cœur d'avoir une action d'utilité publique. Et donc,
bah, forcément, ça va avoir un effet performatif en fait sur la réalisation des programmes. Et ça, pour nous, c'est le troisième maillon de la chaîne, c'est l'action politique, qui est essentielle en fait à la transformation écologique. Ce que vous avez mis en avant, c'était le fait que, notamment pendant la campagne présidentielle de 2022, il n'y avait eu que 3,6% du contenu médiatique qui était porté sur les enjeux climatiques ou écologiques. Ça pose vraiment question. Là, actuellement, on a les européennes qui vont se tenir dans 3 jours. En 2026, les municipales. En 2027, la présidentielle et aussi les législatives pour élire les députés. Dans ce contexte, quand même, dans les prochaines années, qui va être extrêmement important pour la vie démocratique française, tu as parlé du quota climat. Comment tu vois le rôle de quota climat pour imposer ce fameux quota lors des campagnes et les élections? Pour nous, il y a plusieurs choses. En fait, tous nos leviers d'action sont complémentaires. Le premier, c'est de produire de la donnée et de montrer que c'est possible d'avoir une donnée fiable à disposition pour quantifier la quantité d'informations dans le temps d'antenne général en France. Et c'est pour ça qu'on a lancé un observatoire avec un consortium d'acteurs, et donc désormais qui a été rejoint par l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, et l'ARCOM. Et ça, c'est important pour nous parce que ça permet de légitimer le fait que la donnée soit la donnée de référence au niveau des médias, et que quand on dit à titre associatif l'écologie représente 3%, en réalité, c'est pas que nous qui le disons, c'est une donnée de référence avec une méthodologie robuste. Une fois qu'on a cette donnée, ça nous permet de dire OK, bah du coup cette donnée n'est pas suffisante en comparaison d'autres thématiques, et c'est le point de départ de la régulation. Donc pour nous, le deuxième levier, c'est de faire voter notre proposition de loi. On y croit, c'est vraiment pas facile de porter une proposition de loi sur l'écologie, surtout en ce moment. Elle est portée par quel député ou par quel groupe? Alors, c'est un groupe transpartisan qui la porte, mais le pilote, c'est Stéphane Delotrette, qui est PS. Et donc là, on espère que d'ici la rentrée de septembre 2024, ça puisse être déposé et examiné. Donc dans un futur proche, et à la fois pour que ça fasse la navette parlementaire, ça mettra encore un petit peu de temps. Mais en fait, si la mesure est votée, concrètement, ça permettra à l'ARCOM d'observer la carence et de pouvoir réagir si jamais il considère que c'est en effet un problème démocratique. Donc ça, ce serait un levier colossal. Et peut-être la dernière chose avec laquelle on aimerait impacter le débat politique, c'est via le fact-checking. Et ça, c'est quelque chose pour nous qui est très important parce que c'est une pratique journalistique qui a émergé depuis quelques années. Il y a un certain nombre de médias qui ont développé des cellules de fact-check, des médias traditionnels assez connus, Libération, Le Monde, France Info TV. C'est des choses qui sont super. Le gros challenge, c'est de le faire en direct pour que les audiences qui consomment le média au moment où le débat est diffusé, ou alors qui le retrouvent en ligne par des capsules vidéo, puissent avoir accès au fact-check. Parce qu'on sait très bien que les personnes qui vont lire le fact-check un peu nerd, rédigé avec les sources, etc., ce sera généralement pas les mêmes personnes qui auront regardé les JT la veille au soir. Et donc, pour nous, le gros défi, c'est de tester sur différents débats la manière dont ça pourrait être le plus réactif et réaliste possible. On l'a déjà fait sur 3 débats, c'est pendant la campagne des européennes, sur des débats spécifiques à l'écologie, avec une cellule d'experts qui réagissait en live en fait à différents faits et qui essaie de faire remonter les sources le plus rapidement possible. C'était hyper compliqué, honnêtement. Vraiment, c'est un exercice pas facile. Ça nécessite d'avoir un expert pour toutes les sous-thématiques liées à l'écologie. Donc déjà, il faut s'équiper de personnes qui soient le plus réactives possible et très de niche. Et ensuite, pour faire remonter l'information au modérateur, et que eux aient le temps de la lire, de l'assimiler, de la restituer, et qu'on n'ait pas passé à autre chose directement dans le débat, ça nécessite d'être vraiment très rapide. Donc très difficile de le faire en live. On a essayé un deuxième aspect, c'était d'intégrer, d'encapsuler en fait le fact-check sous forme de bandeau dans le live de la vidéo. Ça, c'est plus réaliste. J'ai l'impression que des modérateurs le restituent en live, mais ça nécessite aussi quand même de la technique assez réactive. Donc, on essaye de tester, et le goal ultime, ce serait que ça puisse être mis en place pour les présidentielles. Moi, je m'interroge quand même sur les raisons des résistances face à ce que toi et Quota Climat voulez mettre en place. Il y a eu très récemment une enquête parlementaire qui a été menée avec l'Assemblée nationale où on a vu des grands représentants ou des animateurs d'émissions télé notamment qui ont été entendus et qui ont été amenés à se prononcer. Et c'est vrai qu'il y a certains journaux, certaines chaînes de télé qui considéraient déjà que l'ARCOM, mais aussi finalement l'enquête parlementaire, portait atteinte à la liberté des médias. C'est ce que tu disais, l'argument ultime qu'on vous ressort tout le temps. D'où viennent ces résistances? Pourquoi ces médias-là invoquent tout le temps le fait qu'on atteint à leur liberté d'information?
Je pense que déjà, pour commencer, c'est important de dire que protéger la liberté de la presse, la liberté d'information, de communication, c'est essentiel et du coup, c'est super que les journalistes aient constamment en tête lorsqu'il y a des tentatives de régulation de leur secteur. Donc, je pense que déjà, en tant que journaliste, c'est un réflexe quasiment épidermique et je pense que c'est important qu'il l'ait. Ceci étant dit, je pense qu'il y a des réflexes aussi économiques de protection du secteur qui ont trait aussi à la manière dont ça a été très capitalisé et concentré dernièrement. Et donc, typiquement, dans cette commission d'enquête, Bolloré a pu exprimer à plusieurs reprises sa réticence à voir des injonctions politiques se poser sur sa ligne éditoriale, alors que même lui, il est il est de connaissance commune qu'il impulse son idéologie dans les médias de son groupe. Et donc, c'est aussi quelque chose qui est problématique d'un point de vue démocratique, d'avoir quelques groupes concentrés entre une poignée de milliardaires qui sont milliardaires parce que généralement, ils ont des intérêts économiques forts du côté de leurs entreprises et qui vont ensuite faire infuser cette information au sein de tous leurs groupes médias. Et ça, c'est quelque chose qu'on se doit de réguler. Et je pense que une des menaces qui est la plus sous-estimée et que un député qui s'appelle Laurent Asquenigox illustre très bien, d'ailleurs, il l'avait souligné dans cette commission d'enquête, c'est que produire du divertissement, c'est beaucoup moins cher que de produire de l'information de qualité. Donc, c'est bien simple. Avec du divertissement, j'accentue les lignes de clivage, je crée de la dissidence là où j'aimerais, et en plus, ça me coûte pas cher et je suis rentable. Un média, en plus, c'est jamais rentable. Donc, déjà, en tant que milliardaire, je dois infuser énormément d'argent, généralement d'autres entreprises que j'ai dans ces groupes médias. Mais bon, ça fait bien. C'est cool d'avoir un média en tant que milliardaire parce que je rentre dans le champ culturel du pays. Donc, c'est quand même quelque chose qui donne de l'aura. Mais par contre, si ça peut me permettre de perdre le moins d'argent possible, c'est cool. Et du coup, produire du divertissement, c'est peut-être un levier subversif très important. Et le risque, c'est qu'on ait un paysage médiatique en France qui devienne un paysage non plus d'information, mais d'opinion, comme c'est le cas dans d'autres pays. Et je pense que l'exemple le plus emblématique, c'est les États-Unis. Et dès lors que j'ai un média d'opinion, c'est un peu comme si j'avais la main libre pour dire ce que je voulais sur tous les sujets possibles, en faisant de l'humour, par exemple, sur des sujets. L'humour est un sujet, en plus, un peu touchy, mais en faisant de l'humour sur des sujets qui ont l'air anodins, mais en réalité qui disséminent du doute sur des choses qui étaient établies jusqu'à présent. Et en fait, pour nous, ce qui est très inquiétant, c'est la polarisation du débat sur un certain nombre de sujets comme le climat. Dès lors qu'on polarise le débat, on donne l'impression que le climat, c'est politisé, de croire dans le réchauffement climatique. Et en fait, à partir de ce moment-là, je peux faire en sorte qu'un positionnement politique s'oppose à la science du climat et que des groupes politiques entiers s'y opposent et ça clive l'ensemble de la société. Donc, c'est extrêmement grave. L'important, c'est de repositionner le curseur sur l'état des connaissances. Et l'état des connaissances, c'est qu'aujourd'hui, je crois que c'était France 2 qui avait ressorti cette étude dernièrement, qui disait que 99,96% des papiers académiques sur la science du climat établissent l'existence d'un réchauffement climatique d'origine humaine. Dès lors qu'on parle de cette proportion qui est en fait en sciences quasiment équivalente à 100%, on ne peut pas mettre en débat. Enfin, ça reviendrait à mettre en débat en fait que la Terre soit ronde. Enfin, c'est gravissime pour en fait la santé du débat démocratique, parce que dès lors qu'on peut débattre de tout, on est sûr de rien, et donc en fait on parle même plus le même langage. Et si on ne peut pas se mettre d'accord sur ça, mais alors comment réguler l'espace démocratique? C'est impossible. Justement, sur ce point, quand tu dis si on débat de tout, on ne croit plus en rien, c'est assez compliqué pour les citoyens, en tout cas, d'avoir une boussole, de comprendre ce qui se passe. Et ce qui est intéressant, c'est que Radio France, qui avait annoncé il y a un peu plus d'1 an un tournant écologique en prenant des engagements pour porter vraiment le contenu écologique au sein de sa rédaction, eh bien, il y a eu récemment quelques chamboulements, quelques bouleversements, où certaines émissions à visée un peu écologique ou carrément écologique ont été évincées ou menacées d'éviction. Ce qui est intéressant, c'est que l'argument invoqué, c'était que ces émissions étaient trop anxiogènes pour ceux qui les écoutaient. Est-ce qu'on entend aujourd'hui, dans la population, une crainte, ou en tout cas une peur exprimée vis-à-vis de ces sujets écologiques, et finalement une peur de ne pas pouvoir les adresser tellement ils sont graves aujourd'hui? Moi, ce que j'ai envie de rétorquer quand j'entends ça, et tout à fait, c'est un argument qui était utilisé pour supprimer des contenus spécialisés, c'est mais qu'est-ce qui fait peur? Est-ce que c'est la réalité qui fait peur ou est-ce que c'est l'information qui fait peur? L'information, elle a le devoir de restituer l'état des choses, l'état des faits sur le terrain. C'est pas parce que je camoufle la crise écologique que j'y remédie. Au contraire, j'y l'aggrave. Et donc, ce qui est angoissant, c'est que nos journalistes décident intentionnellement de ne pas informer les citoyens sur ces questions. Les citoyens, ils sont pas angoissés par le réchauffement climatique ou l'extinction de la biodiversité. Enfin, ils sont angoissés par ça. Ils sont angoissés par l'information à propos de ces réalités.
ils sont aussi angoissés par leur impuissance, par la méconnaissance des leviers d'action. Et c'est tout ça que ces contenus spécialisés contribuent à produire. Donc, pour nous, c'est un non-sens, en fait, de supprimer des programmes d'information parce que c'est anxiogène. C'est comme si je décidais du jour au lendemain de plus couvrir ce qui se passe à Gaza ou en Ukraine parce que c'est anxiogène. Mais ça ferait un tollé. Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas le même réflexe par rapport à la science du climat? C'est ça qui est incompréhensible pour nous. Et du coup, ce qui est aussi intéressant, c'est que ce que tu dis là actuellement, c'est que les médias doivent non seulement porter l'information, mais doivent aussi mettre en avant des leviers d'action avec des exemples, par exemple, de choses concrètes qui fonctionnent. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est porté par les médias? En fait, le journalisme de solution a été un levier qui a été investigué par une partie de la profession et qui, c'est toujours le cas, c'est une pratique qui essaye de se diffuser. Le sujet, c'est que c'est considéré comme naïf, un peu bisounours, de parler que des solutions, comme si le monde se résumait à des choses positives. En réalité, on pourrait très bien considérer que le journaliste a le devoir de traiter tout le cycle de vie du problème, du coup de diagnostiquer les causes, d'expliquer les conséquences et de traiter des solutions. Et ça s'applique à tout. C'est comme si on parlait d'une crise sans parler des potentialités de remède à cette crise. Ce serait horrible de considérer que il n'y a pas de possibilité de sortie d'une guerre, par exemple. Et je prends cet exemple parce qu'en fait, la géopolitique est très présente dans les médias et que pour nous, en fait, en termes de potentiel de déstabilisation, la crise écologique est comparable. Et donc, pour le climat, on se dit que ça devrait être la même chose. Aujourd'hui, ce qu'on observe fréquemment dans les médias, c'est les conséquences de la crise écologique. Donc, ça peut être les inondations qu'on s'est vu un peu partout en France cet hiver. Ça peut être les vagues de chaleur, ça peut être les intempéries, les tempêtes, etc. Et généralement, il y a très peu de contenus qui vont faire le lien avec les causes, donc l'accroissement des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi l'utilisation de produits chimiques qui peut expliquer la disparition de la biodiversité, et encore moins avec les solutions qui permettraient d'y remédier. En fait, si on ne parle pas des causes, c'est difficile de faire la jonction avec les solutions. Donc c'est pour ça que pour nous, les 3 maillons de la chaîne causale sont indispensables. Et ensuite, parler des solutions, pour nous, c'est pas... Enfin, je dis pour nous, c'est pas uniquement pour nous, c'est démontrer en fait qu'en termes de passage à l'action, lutter contre l'impuissance est beaucoup plus efficace que de lutter contre la colère ou l'angoisse. En fait, la colère et l'angoisse peuvent être des moteurs d'action si je sais où est-ce que je peux les catalyser. Et du coup, c'est pour ça que les médias ont un formidable rôle à jouer là-dessus. Et ça n'a rien de naïf, ça n'a rien de facile, parce qu'en réalité, ça nécessite que les journalistes, que les reporters d'images aussi, aillent sur place, sur le terrain, débusquer les solutions, débusquer les entrepreneurs de demain, essayer de comprendre ce qu'ils font et comment ça pourrait passer à l'échelle. C'est en fait hyper compliqué à faire. Donc c'est pour ça que pour nous, la représentation un peu bisounours de ces professions, elle devrait drastiquement évoluer parce que c'est peut-être ceux qui font le plus dur du job. Quand tu parles d'entrepreneurs de demain, on pourrait considérer que toi aussi, finalement, avec ton engagement à Quota Climat, tu pourrais en faire partie. Cet engagement-là, tu as adossé un engagement politique, en tout cas en tant que collaboratrice parlementaire auprès d'une députée. Pourquoi est-ce que tu as décidé de t'engager aussi auprès d'une politique? Parce que j'avais fait pas mal d'engagements associatifs avant. J'avais fait mes études en politique environnementale et donc plusieurs stages dans des entreprises de conseil où j'essayais de comprendre quelles étaient les initiatives dans les territoires qui pouvaient accélérer la transition. Et en fait, à chaque fois, on me rétorquait mais pour ça que ça change, il faudra que la loi change. Et j'avais bien envie de comprendre comment est-ce qu'on pouvait changer la loi. Et de l'extérieur, c'est toujours très opaque. On a toujours l'impression que c'est une boîte noire, l'Assemblée, et que toucher les parlementaires, c'est très compliqué, etc. Et en fait, au niveau des parlementaires, c'est marrant parce que ça va faire bientôt 4 ans que j'y suis. Et ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de parlementaires qui sont aussi en demande de comprendre ce qui se passe dans les territoires. Et donc, en fait, faire la jonction entre le monde associatif et ma députée, en l'occurrence, c'est ce pourquoi j'ai été recrutée en partie. Et je trouve ça passionnant, en fait, de faire comprendre au monde associatif quels sont les rouages politiques. Et vice-versa, à faire comprendre au monde politique qu'il y a des fortes attentes citoyennes et que ça a plutôt juste tendance à s'accroître qu'autre chose, malgré les sondages d'opinion qui pourraient laisser croire que c'est moins une préoccupation qu'avant ou que désormais le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration prédominent. En réalité, la crise écologique préoccupe tout le monde. Ce qui est assez frustrant aujourd'hui, c'est qu'on parle de backlash, on parle du fait que cette priorité rediminue, alors qu'en fait, ça semble orchestré par les médias et par un certain nombre de responsables politiques pour laisser entendre que certains citoyens seraient blasés. En réalité, les citoyens sont blasés sur certaines réponses politiques à la crise écologique, mais la crise écologique en tant que telle, c'est encore une forte source de consensus sur le fait qu'il faille agir en France. Et ce qui serait très inquiétant, c'est que ce soit moins le cas. Il y a d'autres pays où c'est moins le cas. Et donc, on aimerait aussi que, et c'est pour ça que je travaille sur les médias, on aimerait que les médias contribuent à resolidifier ce consensus. Et toi, personnellement, ton rôle, tu le vois comment? D'être un peu à l'interface entre ces deux mondes, d'être un peu dans l'impulsion, dans la création d'une dynamique. Comment tu vois ce rôle-là?
On est toujours, à titre individuel, un petit rouage, d'une grosse chaîne. On est un village de personnes engagées, en France, sur les questions environnementales et d'ailleurs partout ailleurs. Je pense que le rôle à l'échelle individuelle, c'est de se dire, où est-ce que je me situe? Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle? Et comment est-ce que je peux inspirer aussi d'autres à agir et à se mettre en mouvement? Et aussi rester, très humble sur notre capacité à agir à l'échelle individuelle parce que sinon ça devient très vite frustrant. Je trouve que moi, mon utilité, c'est que de cette compréhension des rouages politiques, je peux les mettre à contribution de mon association et ça a permis d'aller assez vite sur, notamment notre plaidoyer et donc je pense que c'est très utile à la cause et de ce que je vois, c'est qu'il y a encore une forte, professionnalisation nécessaire des milieux militants pour que ça, infuse auprès des sphères politiques et que ça soit crédible, leurs revendications et du coup, c'est ça qui me tient à cœur. Et ce que tu dis aussi, c'est que chacun à son échelle peut aussi agir et en fait, même en tant que citoyen, on a aussi ce levier d'action, d'aller, questionner son député, d'aller voir son maire, d'aller porter en tout cas un message, et de le transmettre à ceux qui peuvent, ensuite agir ou porter, notre voix. Totalement, d'ailleurs un bon exemple de ça, du coup, c'est pas forcément, dans le rayon politique, mais un peu quand même, un des leviers qu'on a essayé de transmettre à notre communauté, chez Quota Climat, c'est le fait de saisir les instances officielles, les pouvoirs publics, sur certains sujets qui pouvaient relever de l'indignation personnelle. Typiquement, je consomme un contenu climato-sceptique dans, le média dans lequel je suis abonnée et je m'insurge seule dans ma chambre. Et en fait, je peux faire quelque chose par rapport à ça. Je peux saisir l'ARCOM et je peux saisir aussi le Conseil de déontologie journalistique et de médiation. On voit avec le nom, rien que ça, que c'est hyper technique et que c'est normal que personne ne sache ce que c'est. Et en fait, là, on avait transmis à notre communauté le fait qu'un contenu climato-sceptique était digne d'être saisi. Et il y en a un citoyen qui a obtenu la première victoire. Donc, c'est la première fois qu'une saisine pour désinformation climatique obtient un retour positif du CDJM. Ce que ça signifie très concrètement, c'est que ça va être affiché sur son site, que consultent tous les médias. Et donc, en fait, il va souffrir d'une mauvaise réputation à l'avenir. Et c'est en fait une première à large échelle. En fait, à notre connaissance, on ne connaît aucune autre législation pays dans lequel ça a déjà été le cas. Et donc, en fait, ça signifie qu'un citoyen seul a obtenu cette victoire avec juste sa détermination individuelle, quoi. Donc, typiquement, ça montre à quel point on peut être efficace. Est-ce que tu as eu un déclic, ou des gens que tu as rencontrés, ou des événements marquants dans ta vie qui sont un peu à l'origine de cet engagement-là que tu as aujourd'hui? Moi, je suis un peu un ovni parce que j'ai grandi dans une famille où tout le monde est engagé, donc donc j'ai pas trop une déclic, mais c'est plutôt le fait de s'engager au fur et à mesure, ça confirme dans son engagement et aussi ça l'affûte parce qu'au départ, on arrive avec des idées, des idéaux et on se dit que, voilà, il suffit de bousculer certaines pratiques et ça va fonctionner. Après, on a le moment du deuil où on se dit: «Ah bah, finalement, rien ne fonctionne, il vaudrait mieux que j'abdique et que j'aille seule dans mon coin, avoir un modèle, qui soit cohérent mais pas forcément, sociétal». Et en fait, je trouve qu'à un certain moment, on se rend compte de exactement où on est efficace, et moi je trouve que là, on est plus efficace, c'est de donner à d'autres personnes envie de s'engager parce que plus on a de compétences autour de la table, plus on est puissant et c'est la force de Quota Climat, c'est que, autour de la table, on a des personnes qui connaissent très bien la politique, mais on a aussi des ingénieurs, on a des graphistes, des professionnels de la mobilisation citoyenne. En fait, ça fait que l'équipe, elle est hyper complémentaire et si on n'avait pas eu toute cette diversité de profils autour de la table, on ne serait pas là aujourd'hui. Rejoignez Quota Climat donc. Ouais. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui aujourd'hui disent moi les médias j'ai complètement coupé parce que je trouve que ça m'intéresse pas, les sujets me concernent pas, c'est pas par ce biais-là que je m'informe. Comment tu pourrais leur répondre et leur montrer aussi l'importance de ces canaux-là? Pour moi déjà, c'est un devoir de citoyen de s'informer. Je considère que dès lors qu'on fait le refus, intentionnel de se couper des sources d'information, on est très vulnérable à la désinformation, parce que en fait, c'est pas parce que je coupe des médias traditionnels que je vais couper des réseaux sociaux. Or, en fait, si je ne m'informe plus, je ne sais pas faire la part des choses entre le vrai et du faux et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de désinformation qui circulent. Ça a été démontré que plus on consommait TikTok, plus on avait de chances d'être complotiste, notamment sur les sujets climat, mais pas que. Et donc, c'est une vulnérabilité personnelle que j'accrois. Et ensuite, le phénomène de retrait total du monde informationnel, il est en fait cantonné à une portion très restreinte de la population. Je pense que la manière de s'informer la plus constructive, c'est de choisir ces sources d'information qui se confortent à ce qu'on souhaite. Par exemple, si je suis complètement impuissant ou si je me sens dépossédée par rapport à l'état du monde, il y a des médias, je vais citer Socialterre parce que je trouve que c'est un bon exemple, qui met en avant
quasiment que des solutions. Et donc ça, c'est hyper enthousiasmant comme source d'information. Et encore une fois, c'est pas pour autant que ça simplifie l'état du monde, mais ça donne de l'espoir en fait. Si je suis plus intéressée par les questions géopolitiques et le lien avec le climat, je pense que le monde il est très aidé par rapport à ça. Donc ouais, je pense qu'il faut essayer de faire la part des choses, de sortir de cette angoisse qui est un peu généralisatrice et de se dire, en fait, qu'est-ce que j'ai besoin ? En tout cas, je pense que personne n'a besoin de se soustraire totalement du champ de l'information. Je pense que c'est en fait un gros danger. Et à toutes ces personnes qui ne se retirent pas volontairement du champ des médias, mais le subissent, le paysage médiatique le subissent, le vivent au quotidien sans vraiment chercher à le voir. Et même, je pense à tous ceux pour qui les préoccupations écologiques sont préoccupantes, mais par contre ne sont pas la priorité parce qu'il y a des considérations matérielles, il y a un environnement qui est plus compliqué, il y a même des questions financières. Et puis, à toutes ces personnes-là, comment les réconcilier avec les médias et puis surtout peut-être les protéger parce que là, on ne relève pas de l'individu, on est plutôt dans une dimension systémique. Déjà, je tiens à dire que le fait de s'engager pour le climat, de s'informer sur le climat, d'en faire une préoccupation, c'est quand même un privilège et c'est totalement normal que certains ne trouvent pas le temps et l'énergie de le faire et tout simplement parce que le temps, c'est de l'argent et qu'on doit travailler pour gagner sa vie. Donc, c'est ces deux-là qu'on part et je pense que tout quota climat et en règle générale, les gens qui s'engagent ont de gros privilèges dont ils doivent être conscients. Ceci étant dit, je pense qu'on subit l'information parce qu'il y a de très faibles exigences qui sont formulées auprès des journalistes parce que, et moi je l'ai vécu en tant qu'association, dès lors qu'on formule des exigences, on considère qu'on est liberticide. C'est hyper dur en fait de dire je crois dans le pouvoir du journalisme, c'est très nuancé aussi, je crois dans le pouvoir du journalisme et je crois qu'en fait il doit changer ses pratiques pour continuer à exercer ce pouvoir. Et c'est pour ça qu'en fait, on n'est pas obligé d'être passif par rapport à l'information qu'on consomme. On n'est pas obligé de se dire que c'est parce que tel article est dans tel média à l'instant T que je suis obligée de le consommer. Et ainsi soit-il. Et s'il me plaît pas, je me soustrais de ce média. Non, je peux aussi très bien dire, j'écris à ce média. Et je lui dis, écoutez, d'habitude, j'adore vos contenus. Mais là, on a atteint un peu la limite de ce que je peux concevoir. Et en fait, les journalistes sont hyper perceptifs par rapport au retour de leurs audiences. Et ils en ont beaucoup moins que ce qu'on pourrait attendre. Et c'est ce qu'on fait, nous, à l'échelle associative, mais en fait, on peut très bien aussi le faire à l'échelle individuelle. Et franchement, de tous les retours qu'on a eus, ça fonctionne hyper bien. Est-ce que finalement, l'action de Quota Climat, c'est pas une redéfinition de ce qui devrait être normal ? Si, totalement. En fait, ça consiste à un peu retourner la charge de la preuve qui consiste à dire si vous parlez d'écologie, vous êtes militant. Moi, je considère qu'aujourd'hui, ceux qui ne parlent pas d'écologie sont les vrais militants. Ils font de cette variable l'exception, alors qu'elle conditionne tout. Mais en réalité, les conflits géopolitiques vont être accentués drastiquement rien que par les questions de disponibilité de la ressource en eau, mais aussi tout simplement de production agricole, de famines qui pourraient surgir de par le monde à cause des questions d'écologie. Donc en fait, parler de géopolitique sans parler de climat, ça n'a aucun sens. Parler d'éducation, de stabilité du parcours éducatif quand on a des écoles qui sont inondées ou des zones qui sont en conflit, mais ça n'a aucun sens non plus. Et éduquer les enfants à l'environnement, ça paraît être désormais la base si on veut éduquer les citoyens de demain. En fait, tous les secteurs d'activité sont déterminés par les variables physiques de notre monde. Et ça paraît dingue de se dire que c'est encore considéré aujourd'hui militant de le dire. Donc totalement, pour nous, ça devrait être juste la base de toute analyse. On va arriver sur la fin de cette rencontre. Est-ce que, personnellement, tu pourrais nous dire si toi, aujourd'hui, tu as des rêves ? Moi, j'ai le rêve que s'engager pour l'écologie, ce soit plus non plus l'exception. Je considère que, quand j'en parle autour de moi dans nos sphères engagées, c'est très difficile encore de s'engager pour l'écologie. On sent qu'il y a énormément de renoncements personnels, professionnels aussi, et que beaucoup d'entre nous sont un peu des sacrifiés. Il y a plein de burn-out de part et d'autre, etc. Et ça veut dire qu'en fait, c'est une infime minorité d'individus qui se bougent pour essayer d'impulser un changement. Et ce que j'adorerais, mon rêve, c'est que ça devienne ça aussi la base et que, en fait, on soit plus l'ami écolo du groupe, mais un citoyen engagé dans une société démocratique qui fait de l'engagement quelque chose de banalisé. Si dans ce podcast, on devait rencontrer une autre personne, qui est-ce que tu nous conseillerais ? Très bonne question. Je recommanderais un ami chercheur que j'ai récemment recommandé dans un autre contenu parce que j'adore ce qu'il fait et du coup, je considère que vraiment, il mérite d'être écouté. En fait, il y a un gros sujet et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on s'intéresse au rôle des médias, c'est l'acceptabilité des mesures de la transition sur les territoires. Et en fait, un gros sujet politique qui est très peu investigué, c'est qu'est-ce qui rend les politiques publiques acceptables ? Qu'est-ce qui fait en sorte que
qu'en fait, on parle aux citoyens en fonction de leur point de départ, de leur territoire, et pas quelque chose qu'on essaie d'impulser d'en haut. Par exemple, la réalité scientifique, c'est pas considéré par beaucoup de personnes comme quelque chose de digne d'intérêt, puisque juste tout simplement, ils s'intéressent pas aux sciences, et c'est pas grave. Par contre, ils peuvent très bien s'intéresser à l'épicier du coin qui va être inondé, ou à leur exploitation agricole qui galère à faire tourner au quotidien. Et du coup, essayer de parler de leur réalité, ça me semble être indispensable. Et il y a très peu de chercheurs encore aujourd'hui qui s'intéressent à ces questions. Et du coup, je le recommanderais, il s'appelle Théodore Tallant, il est brillant. J'ai une dernière question pour toi. Ça part d'une citation d'Oscar Wilde qui disait que vivre est une chose rare. La plupart des gens se contentent d'exister. Qu'est-ce que ça t'inspire ? En fait, tout simplement que je me suis jamais sentie aussi vivante que depuis que j'étais engagée chez Cota Climat. Et on nous dit souvent attention parce que vous avez l'air d'être survolté, aller dans tous les sens, etc. Mais je trouve que il y a pas de plus belle manière que d'occuper un espace public que de se lier avec des gens engagés, de faire des rencontres, de tisser des projets, etc. Et moi, en fait, j'envisage pas mal la vie en mode projet, c'est-à-dire que j'ai l'impression que dès lors qu'on sait plus trop où on va, on est très malheureux. Merci beaucoup, Eva. Avec plaisir. Et voilà, c'est ainsi que notre échange s'achève. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer. On sera ravis de lire vos retours ou questions sur l'adresse rêveur.atlas@gmail.com. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager et poursuivre la réflexion. N'oubliez pas de vous abonner au podcast des Rêveurs de l'Atlas et à nous suivre sur Instagram. Et surtout, merci. Merci infiniment pour votre écoute.